provide childhood wonder, adventure, and habitat for some of the world's most threatened species. Food and water, health solutions for humanity, and natural defences against climate change. They support thriving, sustainable communities and businesses, and give us unique insights into the beginning of time and our cultural heritage. Protected areas. Inspiring solutions. Bonjour à tous et bien sûr merci d'être venus nous retrouver ce matin pour un combat commun qui est de plus qu'important. Vous avez vu les chiffres récemment publiés par le WWF sur non pas ce que les gens imaginent d'être des disparitions d'espèces, mais des disparitions de populations. Alors, on a détruit sur cette planète entre 50 et 90% de tous les grands poissons pélagiques sur 15 ans. 88 millions d'hectares de forêts tropicales primaires parties au Kalimantan. Donc, tous les jours, ces nouvelles tombent en permanence, ce qui fait que ce congrès, pour nous, est extrêmement important. Alors, le muséum, bien sûr, est l'outil de référence pour la France, pour beaucoup d'aspects, pour la CITES, pour ce qui est ici, bien sûr, tout ce qu'on appelle l'inventaire national du patrimoine naturel. On vient de dépasser récemment, on atteint à peu près 80 000 espèces vivantes connues en France. Tout, hein, virus, bactéries, champignons, protozoaires, animaux et plantes. C'est aussi le SINP, le Système d'information sur la nature et les paysages, le Muséum national d'histoire naturelle. C'est vraiment une institution très emblématique à la croisée des chemins, avec des missions de recherche fondamentale sur ces questions qui nous préoccupent, des missions, bien sûr, d'enseignement, de diffusion, hein, ce sont aussi, bien sûr, des musées, vers tout public. C'est une mission également de gestion des collections nationales, à peu près 68 millions d'objets en ce moment dans les collections ici à Paris, et puis enfin une mission d'expertise, et bien sûr c'est extrêmement important pour qu'on détermine communément ces aires que l'on met de façon privilégiée en protection et sous quelle forme de protection dans leurs décisions et ensuite dans la gestion. Juste deux petits exemples, on vient de passer la 10 000e espèce connue du parc du Mercantour par exemple. Et moi qui suis président du réserve naturelle aussi, j'ai les bottes aux pieds, la réserve de la Massagne dans les Pyrénées-Orientales, c'est le plus haut hotspot en Europe. Sur 337 hectares, on arrive à 6600 espèces connues aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est très très important dans une mission de tous les jours. Les gens qui sont chez nous, ces chercheurs, ces techniciens, ces ingénieurs, ces conservateurs de collections et tous les personnels, les jardins aussi bien sûr, et des parcs, sont massivement mobilisés pour ces questions particulières. Avec l'UICN, c'est une vieille relation aussi d'amour, puisque le muséum va participer comme membre fondateur de la création de l'UICN en 1948. Roger Heym, qui a été un des grands directeurs de l'établissement, sera d'ailleurs le président du l'UICN entre les années 54 et 58. Patrick Blandin aussi, bien connu pour son combat pour la sauvetage de la biodiversité, qui est professeur au muséum, a été membre fondateur du comité français en 92. Donc tout ceci nous ramène effectivement à un intérêt absolument évident du muséum pour cette manifestation mondiale qu'est le Congrès mondial des parcs. Alors après, on pourrait discuter des formes de protection. Comment travaille-t-on? Il y a une énorme variété dans les types de protection qui sont mis en place, qui vont effectivement du sanctuaire le plus absolu vers des choses dans lesquelles les humains continuent des activités économiques classiques. Hein, et ça, on les connaît en France, entre les réserves, les parcs régionaux, nationaux, tout ce que vous voulez. Tout ça est à prendre en compte, sans jamais oublier l'océan. Et l'objectif qui avait été fixé, c'était quand même de mettre 10% de la surface océanique en protection et 17% des surfaces continentales. On n'y est encore pas rendu aujourd'hui. Moi, je suis extrêmement content de vous accueillir ici au Muséum pour qu'on parle de ça aujourd'hui avec nos collègues, bien sûr, de l'UICN. Très bien, merci Monsieur Boeuf. Je vais passer sans transition la parole à Nicolas Hulot, qu'on ne présente plus, simplement pour dire qu'il a aujourd'hui 3 casquettes. Ici, la première, c'est son rôle d'envoyé spécial pour la protection de la planète auprès du président de la République. La seconde, c'est président de la Fondation Nicolas Hulot pour l'homme et la nature. Membre de l'UICN, absolument. Et la troisième, non moins importante, c'est que vous êtes parrain du Congrès mondial des parcs au titre de la France, aux côtés de gens illustres comme Sylvia Earle, notamment. Non, moi, je voulais simplement, et le plus sobrement possible,
dire combien ce 6e congrès des parcs qui a lieu à Sydney, et où la France sera représentée par notre ambassadeur, je dirais tombe à point nommé, tant il est important de rappeler que si l'on considère que le changement climatique est un enjeu majeur, l'enjeu de la biodiversité l'est tout autant, et que les deux enjeux sont intimement liés, et qu'il est très important qu'à l'occasion de ce congrès, les uns et les autres nous rappelions que nous n'avons aucune chance de combattre le changement climatique si nous laissons dans l'ombre l'enjeu de la biodiversité. Nous n'avons aucune chance de rétablir les grands équilibres climatiques si dans le même temps nous concentrons nos efforts pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais que nous baissons la garde et que ce que la nature nous permet de stocker naturellement et sans aucune dépense, brutalement, sous l'effet de la destruction, nous rendons à l'atmosphère ces puits de carbone ou de méthane qui brutalement deviennent des sources de carbone et des sources de méthane. Donc simplement, nous avons à cœur, et je salue la présence de Marie-Hélène Aubert parce que je sais que nous avons ça en commun, que le sujet climatique ne se fasse pas au détriment du sujet de la biodiversité, et que nous avons à cœur, elle et moi, de faire en sorte de porter, si tant est que cela soit possible, simultanément ces deux enjeux. Et je pense que le congrès à Sydney, auquel je regrette de ne pas être, mais j'y serai évidemment avec le cœur, avec l'amitié, nous permettra de repréciser cela. Voilà. Moi, je peux simplement témoigner, ça n'a pas de valeur scientifique, mais ça concorde avec les chiffres que vient d'énoncer Gilles Boeuf de l'agonie de la planète. Je peux vous dire que c'est lisible à l'œil nu et que effectivement, il va falloir que le XXIe siècle nous délivre d'une forme d'anthropocentrisme où, pour finir, la nature ne servirait qu'à l'accomplissement de l'humanité. Et pour moi, c'est un enjeu profondément culturel. Il faut que nous sortions très rapidement d'un ordre cannibale qui nous mène évidemment dans une impasse tragique. Alors, il y a eu un certain nombre d'engagements qui ont été pris à Nagoya. Moi, je sais être parfois critique vis-à-vis de mon pays, mais reconnaissons que sur les engagements en termes de protection d'espaces maritimes, et vous avez raison Gilles de le rappeler, nous faisons en sorte aussi que nous n'oublions pas cet aspect-là, et d'espaces terrestres, la France est plutôt dans une dynamique de réussite. Mais quand bien même nous le serions, nous ne pouvons pas nous en contenter. Nous devons maintenant aller plus loin dans nos ambitions, et je pense que c'est un message qui doit être porté à Sydney. Moi, je pense qu'il faut passer maintenant dans une ambition autre. D'abord, créer les capacités, les conditions de la résilience, et passer de cette vision que nous avons de neutraliser nos impacts, de minimiser nos impacts, à une vision d'impact positif. Et je pense qu'il faut vraiment rehausser nos ambitions, pas simplement, je dirais, pour avoir l'air ambitieux, mais parce que c'est une nécessité, et notamment sur le sujet climatique. Si nous ne restaurons pas un certain nombre d'écosystèmes, et notamment les mangroves, qui, au-delà du rôle qu'ils jouent en termes de biodiversité, qui brisent l'énergie des vagues des tsunamis, ont des capacités de stockage en méthane et en CO2 largement supérieures à d'autres écosystèmes. Si nous nous contentons de réduire la déforestation plutôt que d'avoir comme objectif de reforester, je pense que les chances de contenir les changements climatiques à 2 degrés sont excessivement limitées. Donc voilà, j'espère que Sydney sera l'occasion justement de relier, reconnecter et remettre dans la lumière cet enjeu-là. Je veux quand même aussi dire que, puisqu'ici il y a les représentants des parcs français, que c'est important que la France fasse valoir que le mode de gouvernance de nos parcs est un mode exemplaire. Et que de ce point de vue-là, franchement, la France est non seulement une bonne image, mais sa propre expérience et sa propre réussite vaut d'être, mise en avant parce qu'elle peut servir d'exemple. Puis, c'est toujours bon de rappeler, parce que parfois l'histoire est frappée d'amnésie, que nous avons, en France, créé la première réserve qui portait pas le nom de réserve naturelle, mais de réserve artistique, bien avant
le parc de Yellowstone. Et si je ne me trompe pas sur les dates, c'était en 1861. Donc pour une fois qu'on peut s'enorgueillir d'avoir fait les choses avant les autres, c'est bien d'être précisé. Voilà, donc simplement vous dire que oui, l'enjeu de la biodiversité, dans les 3 conventions des Nations Unies, 2 ont un peu souffert, de mon point de vue, justement de l'attention, et je m'en réjouis que l'on porte au changement climatique, même si tout reste à faire, la Convention de la biodiversité et la Convention sur la désertification. D'ailleurs, je pars effectivement dans la foulée avec Monique Barbu, qui est la secrétaire générale de la Convention sur la désertification, parce que je souhaite effectivement qu'au moment où il va y avoir le sommet de la francophonie à Dakar, que ce soit aussi une occasion de rappeler, là aussi, c'est pas un hasard si ces 3 conventions ont jailli à Rio, c'est que chacun avait compris la cohérence et l'importance de mener ces sujets de front. Voilà, donc c'était le message que je voulais faire passer, et je laisse, je ne sais pas à qui d'ailleurs, la parole. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup pour cet enthousiasme. Je vous propose simplement de visionner la campagne de promotion à laquelle vous avez bien voulu prêter votre voix, et puis après on passera aux questions-réponses en compte de votre agenda aujourd'hui. On va lancer voilà, les visuels de la campagne. Imaginez un nouveau médicament qui aiderait à lutter contre le cancer et le diabète. Un médicament qui serait de plus source d'air frais et d'eau pure. Ce n'est pas une pilule, c'est un parc naturel. La moitié des 100 médicaments les plus prescrits proviennent de la nature. Un jogging dans la nature réduit les risques de maladies cardiaques, une des principales causes de mortalité. Les espaces protégés contribuent à nous garder en forme et en bonne santé. Voilà, ça c'était sur la santé. Deuxième sur la sécurité alimentaire. On lance le spot. Imaginez une source de nourriture équilibrée pour des millions de personnes. Ce n'est pas un bar à sushi, c'est un océan. Des océans sont extraits les principales sources de protéines que nous consommons. Moins de 3% des océans du monde sont protégés et de larges zones de pêche seront épuisées en l'espace d'une génération si nous n'agissons pas immédiatement. Grâce aux aires marines protégées, les océans seront conservés pour continuer à nous alimenter. Et la dernière qui concerne évidemment l'eau potable. Imaginez une usine de traitement d'eau potable qui ne contiendrait ni tuyaux, ni experts en blouse blanche, mais fournirait gratuitement de l'eau propre et fraîche. Ce n'est pas une usine, c'est un étang. Les zones humides et les forêts purifient l'eau, épargnant argent et vie sauvage. Parmi les 100 plus grandes villes mondiales, 1 sur 3 puise son eau potable dans un espace protégé. Les espaces protégés contribuent à étancher notre soif. Y a-t-il des questions, mesdames et messieurs, dans la salle? On va évidemment donner la priorité aux journalistes accrédités, puisque c'est une conférence de presse. Qu'est-ce qu'on attend du congrès? On peut donner à chacun la parole. Tiens, très bien, ça nous permettra d'introduire pour le coup la présence de l'ambassadeur Xavier Sticker, du directeur du comité français de l'UICN, Sébastien Moncor, et de Laurence Breton de l'AFD. Est-ce que quelqu'un veut réagir même brièvement, de votre point de vue, sur les attentes? Ce qu'on en attend, vous l'imaginez bien, ce qu'on attend tous, d'abord de refaire le point, de montrer les progrès. Vous savez, c'est un congrès qui est organisé tous les 10 ans. Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis 10 ans? On a quand même doublé les surfaces protégées, il faut le dire. Mais c'est encore insuffisant. Quelles sont les études scientifiques qui ont été menées qui montrent la richesse de l'œuvre qu'on a mis en place? Ce qu'on appelle les effets réserves, comment une réserve va contribuer à réensemencer un milieu à la périphérie du parc. Pour les aires marines, c'est particulièrement vrai, ceci. Pour les réserves continentales, c'est un petit peu différent. Ensuite, s'interroger sur notre capacité, il y a 10 ans ou avant, à déterminer les meilleures zones à mettre en réserve. Et puis enfin, rappeler une chose aussi qui est fondamentale pour nous, c'est que c'est très très bien les réserves, on se bat tous pour ça. Hein, c'est le but de ce congrès mondial des parcs, mais c'est pas suffisant. Moi qui préside une réserve, eh bien cette réserve, on n'a pas coupé un arbre depuis 130 ans, et pourtant je la perds. Et je la perds pourquoi? Parce qu'il y a 15 000 poids lourds qui passent tous les jours au col du Pertus, et qui emmènent de l'ozone sur ma forêt, parce qu'on paye la canicule 2003, on paye les sécheresses répétées depuis 2006. Donc il faut à la fois mettre en réserve, et aussi s'intéresser aux opérations globales qui risquent de mettre en péril des zones qui seraient pourtant par ailleurs très très bien protégées, c'est tout. Oui, brièvement, et j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir plus en détail par la suite. Mais dans un premier temps, ce que je voudrais signaler, c'est que nous avons l'ambition, c'est le chef de l'État qui l'a affirmé dès la première conférence environnementale de septembre 2012, d'être exemplaire en matière d'air protégé.
et de protection de notre biodiversité. Ça se traduit par, du point de vue français, des résultats qui sont bien au-delà des engagements dits d'Aichi, qui pose sur le plan international l'objectif de parvenir d'ici 2020 à protéger 17% de notre surface terrestre et 10% de notre surface maritime. Du point de vue français, nous sommes déjà au-delà, avec 16% de notre surface terrestre qui fait l'objet déjà de mesures de protection, et sur le plan et la dynamique se poursuit, et sur le plan maritime, nous sommes là aussi au-dessus des objectifs, ou en tout cas au niveau des objectifs internationaux agréés. Donc nous nous rendrons à Sydney en étant forts de ce résultat, de ce travail qui se poursuit, et de nombreuses pistes sont encore esquissées. Beaucoup de travail est devant nous, et la ministre Ségolène Royal y travaille avec beaucoup d'ardeur. Au-delà de cela, nous nous rendrons à Sydney en étant aussi forts de notre aide publique au développement, parce que on ne fera pas la protection de nos espaces naturels dans un seul pays. C'est un travail qui porte sur un bien public mondial, et en servant l'environnement dans nos pays partenaires, et en particulier sur le continent africain où notre coopération est largement concentrée, nous rendons un service collectif pour la planète. Nous serons assignés aussi avec une très large représentation de nos parcs français. Il a été signalé par Nicolas Hulot à quel point, par leur mode de gestion, comme par le travail qu'ils réalisent, ils sont un exemple, une illustration. Et il y a un savoir-faire français que nous avons l'intention non seulement de valoriser, mais de diffuser, de faire connaître, et de partager pour que bon nombre de nos partenaires puissent eux aussi s'en inspirer. Nous ferons aussi état de ce que sont nos ambitions de manière globale, nos initiatives, y compris d'ailleurs Nicolas Hulot et Gilles Boeuf ont évoqué l'enjeu de la protection de la haute mer. C'est un domaine dans lequel nous avons une action qui est très forte pour arriver à un instrument d'application de la Convention de Montego Bay qui permette enfin de protéger la haute mer, qui ne doit pas rester une zone d'ombre et une sorte de trou noir dans la couverture de nos océans et dans la protection de la planète. L'objectif du Congrès mondial des parcs de l'UICN, c'est évidemment de réaffirmer le rôle vital que jouent aujourd'hui les aires protégées dans la conservation de la biodiversité. Comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, pour atteindre un objectif ambitieux qui sont les objectifs d'Aichi en 2020, mais c'est aussi, au-delà, promouvoir les aires protégées comme étant des solutions naturelles aux principaux défis que rencontrent aujourd'hui nos sociétés. Donc des solutions naturelles avec un excellent rapport coût-bénéfice pour la lutte contre le changement climatique, donc comme l'a rappelé Nicolas Hulot, par le rôle que jouent les écosystèmes dans le captage, le stockage de CO2, et aussi par le fait que si on a des écosystèmes sains, résilients, bien gérés, ils permettront de nous adapter plus facilement aux effets du changement climatique, ne serait-ce que par l'accroissement des risques naturels. C'est aussi le rôle évidemment des espaces protégés dans la sécurité alimentaire, dans la santé, comme ça a été rappelé dans les différents spots, et dans le rôle et défendre le fait que les aires protégées sont des vrais projets de territoire pour nos sociétés, avec des solutions qui favorisent le développement économique par la préservation et la valorisation des patrimoines et par le développement d'activités économiques comme le tourisme durable, le tourisme vert, qui est un des secteurs économiques qui est un des secteurs économiques le plus fortement en expansion au cours de ces dernières années. Donc c'est évidemment aussi ce congrès mondial qui va rassembler plus de 4000 personnes, l'occasion de montrer ce que font les réseaux français d'espaces protégés, qui sont très divers, qui ont différentes solutions à protéger, solutions à proposer, des expériences à valoriser. C'est aussi apprendre évidemment des autres pays, des autres délégations qui seront sur place. Donc voilà en gros les enjeux de ce congrès mondial. Oui, je crois que beaucoup de choses ont été dites, et effectivement, en tout cas pour nous, pour la contribution, Monsieur l'ambassadeur a rappelé l'importance de l'aide publique au développement sur ces sujets. Ce sera aussi le congrès des comment faire.
Je crois qu'il y a le plaidoyer, la démonstration de l'importance, la démonstration de l'exemple français et en tout cas la contribution que pourra apporter l'Agence française de développement et le Fonds français de l'environnement mondial. C'est ce dialogue sur le comment faire au quotidien avec des populations du Sud qui vivent la question de la destruction de leur capital naturel avec une acuité particulière puisque, contrairement au film, l'étang est bien leur ressource en eau potable quotidienne. Voilà, donc ça soulève un certain nombre de questions pour arriver à engranger des dynamiques de développement économique, de développement des territoires et de protection de la nature. Voilà, donc nous espérons que des solutions innovantes sur la base de l'expérience notamment française en France et à l'international pourront aider à faire émerger et à accélérer l'atteinte des objectifs internationaux. Je permets de préciser que, pour mémoire, nous avons dépassé les objectifs, effectivement, comme vous l'avez dit, mais on est à 20% sur les espaces terrestres et on est à 16% sur les espaces marins, alors que ce que nous avions acté à Aichi, c'est 17% sur les zones terrestres et 10% sur les zones marines donc, et côtières, donc ça nous donne un petit avantage. Voilà. Merci. Effectivement, juste répéter que ce que nous attendons au-delà de la dimension, je dirais même symbolique, de replacer cet enjeu-là comme un enjeu majeur et de le connecter avec les autres enjeux, je pense que la présence de 4000 personnes à Sydney sera profitable à un échange très pratique et très concret sur les meilleures manières de protéger, de mettre en application ces zones. Parce que comme on le dit souvent, c'est une chose de décréter des zones protégées, c'est une autre chose que de réaliser cette protection. En effet. Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste apporter en tant qu'UICN une précision sémantique. C'est que c'est le Congrès mondial des parcs, mais comme vous avez pu l'entendre, tous nos intervenants ont parlé de réserves, d'aires protégées. C'est un sujet beaucoup plus large que les parcs. Il se trouve qu'on a gardé la marque Congrès mondial des parcs, puisque c'est la 6e édition, mais on est sur un sujet beaucoup plus large que simplement les parcs. Est-ce qu'il sera aussi question des grandes aires marines protégées ou pas du tout lors de ce congrès? Est-ce qu'il sera question au Congrès mondial des parcs des aires marines protégées? Oui, bien sûr, ce sera un des grands thèmes transversaux du congrès pour qu'on porte une attention spécifique aux marins. Il y a vraiment des efforts conséquents à faire sur le milieu marin. Pour l'instant, on a plutôt développé des petits espaces et c'est vrai qu'au cours de ces dernières années, il y a vraiment des grands espaces maritimes qui se sont mis en place. La France participe évidemment activement au développement de ce réseau puisqu'elle a le 2e domaine maritime mondial et tout récemment, la Nouvelle-Calédonie a créé le parc naturel de la mer de Corail qui est l'une des 3 aires marines protégées les plus importantes au monde puisqu'elle fait environ 1,3 million de kilomètres carrés. Donc il sera évidemment question de l'extension de ce réseau, à la fois dans les mers territoriales, mais au-delà des juridictions nationales des États. C'est évidemment un des enjeux principaux de ce congrès. Merci Sébastien. Monsieur l'ambassadeur, oui. Oui, je voudrais aussi signaler que, du point de vue de la représentation française, l'Agence nationale des aires marines protégées sera représentée à ce congrès des parcs et sera un des acteurs français très présents, très actifs. Que du point de vue de la protection de nos espaces marins, nous avons à notre actif beaucoup de réalisations et des réalisations récentes. Je voudrais citer par exemple la protection du bassin d'Arcachon, qui fait partie des dernières initiatives françaises. Le fait que le parc du Morbihan est aussi une de nos dernières réalisations en tant que parc naturel régional. Les projets se poursuivent. Ils se poursuivent dans notre métropole, ils se poursuivent dans notre outre-mer. Sébastien Moncor vient de rappeler la réalisation du parc de la Grande Barrière de Corail. Le travail se poursuit maintenant et a brille abattu pour parvenir à un programme de gestion de cet espace. De la même manière, dans notre outre-mer, c'est les marquises qui font l'objet de projets conjointement avec le gouvernement de Polynésie française et les autorités des îles Marquises elles-mêmes. Pour ce qui est des réalisations qui viennent de se faire, Ségolène Royal, et d'ailleurs c'est assez emblématique dans la foulée de la convention, la conférence internationale sur la biodiversité qui s'est réunie en Corée au milieu du mois d'octobre, Ségolène Royal s'est rendue en Guadeloupe pour l'inauguration des locaux du nouveau parc naturel de la Guadeloupe et pour la mise en place du sanctuaire pour les mammifères marins à Goa,
qui permet là aussi de répondre à un défi dans la Caraïbe pour la protection des cétacés. Donc beaucoup d'initiatives sont en cours dans ce domaine sur le plan marin. Je voudrais revenir... Le canal du Mozambique aussi. Il y a aussi, en effet, le canal du Mozambique. Du point de vue français, pour la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, nous avons été l'État européen et l'État, je crois, plus largement parmi les parties à la Convention, qui ont le plus poussé pour l'identification scientifique de ce que l'on appelle les EPSA, ces aires marines d'intérêt écologique et biologique spécial, qui sont identifiées comme devant, en tout cas méritant, une protection très particulière. Et nous voulons que dans la foulée, cela se traduise par des décisions qui relèvent des États et qui permettent d'arriver à une protection effective de ces espaces. Et bien, lors de cette convention qui s'est réunie en Corée, ce sont dans le monde 150 de ces zones qui ont été identifiées. Donc un travail très suivi est à l'œuvre. Sur la protection de la haute mer, Nicolas Hulot a fait référence à notre ambition de parvenir à la protection de la haute mer avec un instrument dans le cadre de la Convention de Montego Bay pour la protection de la haute mer. Du point de vue français, nous poussons beaucoup pour cela. Nous avons obtenu d'ores et déjà la réunion d'un groupe de travail qui s'est réuni 2 fois et qui le fera encore une fois et une dernière fois au mois de janvier pour la préparation et l'évaluation des conditions pour un tel instrument. Et ça se traduira d'ici la prochaine Assemblée générale des Nations Unies par une décision qui doit être prise. Nous poussons beaucoup pour arriver à ce résultat, une décision pour la négociation de cet instrument. L'enjeu, c'est en effet d'éviter que la haute mer soit un espace de non-droit. Et cela nous tient à cœur. C'est un enjeu pour la biodiversité, c'est un enjeu pour le climat également. Je rappelle d'ailleurs la publication récente d'un rapport important sur l'acidification des océans, sur le risque aussi subi par une bonne partie de l'humanité en raison de la dégradation des mangroves. Nous avons sur le plan national un travail qui est très intense et très poussé en Guadeloupe par exemple, dans notre outre-mer, pour la protection des mangroves. Et nous poussons ce travail aussi dans le cadre de nos partenariats avec les pays du Sud, parce qu'on sait que par exemple pendant le tsunami en Asie, les mangroves et les barrières de corail ont été un facteur de protection très important qui se serait traduit par un nombre de victimes doublé ou triplé si ces espaces naturels n'avaient pas été à l'œuvre. Et donc c'est à la fois notre responsabilité, notre travail de travailler sur toutes ces pistes-là de front. Bien sûr, les réserves nous ont permis d'éviter cette surexploitation sauvage que nous vivons en ce moment. Au niveau de l'océan, ça marche bien. Par contre, l'acidification globale, qu'on a évoquée très rapidement, elle est arrêtée par une limite de parc. Et aujourd'hui, on a une situation qui est très préoccupante. Nous, scientifiques, on est pratiquement plus préoccupés aujourd'hui par les questions d'acidité que les questions de température pour le seul océan, bien entendu. Et ça, il faut absolument qu'on arrive tous à contribuer collectivement à une bien meilleure prise en compte de ces questions particulières. Et là, c'est entièrement lié aux émissions de CO2. Le CO2 qu'on ne trouve pas dans l'atmosphère, qui est bénéfique pour l'effet de serre, il est très maléfique dans l'océan pour l'acidification, bien sûr. L'océan ne sera jamais acide, c'est pas possible, mais il s'acidifie en permanence. Depuis 36 millions d'années, il n'a pas changé. 8,18 son pH. En 30 ans, on a perdu 0,1 point. Ça ne paraît rien du tout. Sur une échelle logarithmique, c'est considérable. Et il sera en dessous de 8 avant la fin du siècle. Donc là, il y a un vrai combat. On parlait du corail tout à l'heure. Sans le récif corallien, plus que les mangroves, lors du tsunami de Sumatra en 2004, ça aurait été beaucoup plus de victimes, bien entendu. C'est un point très important. Second aspect, les pêches profondes, où là, j'ai trouvé que la France n'a pas été exemplaire. C'est que, tout simplement, il n'y a aucune justification à laisser des chalutiers détruire un écosystème avec 5 minutes de chalutage, de détruire 1000 ans de grandissement d'un écosystème, pour débarquer des ressources dont l'humanité n'a pas besoin, animaux qui vivent plus de 100 ans, et chez lesquels les femelles maturent entre 17 et 34 ans la première fois, 2 fois plus que l'âge d'une femme. Il n'y a aucune justification, c'est une fuite en avant absolument intolérable. Et enfin, aujourd'hui, autant je pense qu'on pourra gagner le combat vis-à-vis des pêches profondes, il y a quelques milliers de permis déposés aujourd'hui, largement au-delà de 400, 800, 1200 mètres d'exploitation. Et ça, on aura beaucoup plus de mal à les interdire. Je crois qu'on ne pourra pas les interdire, parce qu'on aura tout récupéré au niveau des gisements terrestres. C'est comment aujourd'hui on met en place un système de réflexion, d'études et de législation qui va encadrer ces activités profondes. On est capable aujourd'hui d'aller chercher du pétrole à 4 km de profondeur d'eau et de récupérer le pétrole à 8 km sur le plancher océanique. Réfléchissons beaucoup à ces très hautes technologies avant qu'elles soient massivement utilisées, sans aucune idée
de gestion globale, avec en plus un manque dramatique de connaissances pour ces écosystèmes. Donc je pense que là, n'oubliez pas que les 2 tiers de la planète correspondent en surface, hein, sur une map monde, à de l'océan au-delà de 3800 mètres. Quand j'étais, il y a très peu de temps, à l'Organisation mondiale de la santé à Genève, la patronne de l'OMS me disait que la protection de la biodiversité, comme le changement climatique, ce sont des agendas de santé publique. Et par ces angles-là, par ces biais-là, on peut évidemment... Parce que si c'est simplement l'argument éthique, c'est-à-dire que si vous essayez de faire valoir que peut-être que ce qui distingue l'homme des autres espèces, c'est normalement sa capacité justement de prendre en charge les espèces qui l'ont précédé, très sincèrement, vous prêchez dans le désert. Donc il faut faire des démonstrations qui ramènent quelque part à un enjeu humaniste. Et il faut bien faire la démonstration en permanence que tant sur un plan économique, sur un plan de la santé, sur un plan de la survie, que ces enjeux ne sont pas dissociés. Mais c'est compliqué, encore une fois. On est dans un monde urbain. D'ailleurs, au passage, je veux juste dire une petite réflexion, mais une des vertus des parcs, au-delà évidemment de la dimension écologique, c'est une des dimensions pédagogiques. Parce que ce sont des espaces où on peut reconnecter et relier un monde qui est devenu urbain à un monde naturel. Voilà. Mais c'est difficile, j'entends bien. C'est un enjeu qui est... La biodiversité reste pour nous maintenant une forme d'abstraction et dans un monde qui est coupé de tout horizon. Mais c'est là où on doit effectivement unir nos efforts. C'est là aussi, un événement comme celui-là est un événement qui permet peut-être de replacer cet enjeu-là au niveau où il doit être placé. Gilles? Oui. Très bien, voilà, Gilles. Si vous voulez dire sur les parcs en ville, par exemple, il y a eu un très beau travail fait par des médecins anglais en 2009, où ils démontrent que si vous avez accès au sein d'une grande ville à un parc régulièrement, votre fin de vie est modifiée. Des maladies que vous n'avez pas. Et surtout, ça gomme les inégalités sociales. C'est bien un problème d'homme politique, ce genre de questions-là. Hein. Parce que ça nous apporte un bien-être. On l'imagine, c'est difficile à démontrer scientifiquement. On oublie cette biodiversité, ce sont, moi qui reviens encore au marin, c'est au moins 25 000 médicaments. C'est des modèles pour la recherche. La molécule clé du cancer a été trouvée grâce à qui? Une étoile de mer. Sans arrêt, on me dit on va sauver ce qui sert à quelque chose. Ça n'a pas de sens. La nature n'a pas inventé des espèces pour embêter les humains ou pour leur rendre service. Je parle souvent du rat taupe-nu, qui est un drôle de rongeur qui vit dans des terriers en Afrique de l'Est. On ne connaît aucun cancer chez le rat taupe-nu. C'est affreusement laid. Ce truc, on l'aurait écrasé, jeté à la poubelle. Ça se mange même pas, vous vous rendez compte? Il va amener des services absolument fantastiques à l'humanité. Des molécules d'intérêt, des modèles pour la recherche, et puis aussi, bien sûr, toute une série d'intégration de l'humain dans cette nature. Et ça, c'est fondamental. Et ce qu'il faut qu'on démontre à nos concitoyens, c'est que cette biodiversité est largement aussi importante que ces effets du climat. Les gens ont peur du changement climatique. Alors, je suis pas là pour mettre la trouille à tout le monde. Simplement, il est clair aujourd'hui qu'il faut qu'on les prenne en compte. Je rentre juste de Chine. J'étais à Hong Kong avant-hier, devant ces grands financiers et constructeurs de la Chine. Il sort en Chine en ce moment une tour géante par jour. C'est un enfer de grue. Shenzhen, c'est la Silicon Valley de la Chine. Je suis allé leur expliquer, j'avais 1 heure pour discuter, c'est quand même pas mal, qu'ils gardent leur biodiversité. Hein, sinon, ça ne sera pas possible. On avait fait un petit article il y a quelque temps sur le viaduc de Millau. Et on explique comment le viaduc de Millau a entièrement été construit grâce à de la biodiversité, passée ou actuelle. Donc il faut un respect beaucoup plus grand. Et puis je termine souvent en disant qu'un corps humain, c'est au moins 10 fois plus de bactéries dans nous et sur nous que de cellules humaines. Ce qui nous ramène, chaque corps humain est une ode à la diversité biologique. Et donc ce congrès mondial des parcs est important pour nous parce que ces réserves ou ces parcs mettent en protection des zones particulières qu'on a choisies délibérément auparavant. Et puis surtout, elles aident aussi, bien sûr, l'aspect pédagogique est fondamental. Et la recherche fondamentale peut s'établir dans ces zones particulières, bien sûr, pour qu'on fasse des démonstrations de leur impact sur les environnements globaux. Et ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. 3 petites remarques en complément. Nicolas Hulot a fait référence tout à l'heure à la profonde unité entre les 3 conventions qui sont issues du sommet de Rio. Celle sur le climat, celle sur la désertification, celle sur la biodiversité. Et en effet, nous devons travailler sur ces 3 éléments en parallèle, mais en ayant bien conscience des innombrables interconnexions entre ces sujets. C'est ce que nous faisons. Puisque en progressant sur la biodiversité, en progressant sur la désertification, nous apportons aussi une contribution pour la préparation de la COP Paris Climat de l'année prochaine. Deuxièmement,
Pour ce qui est du travail sur le climat, hein, celui-ci a été fortement relancé, disons, par les travaux du GIEC, hein, et d'ailleurs, dans la première décennie de ce siècle du rapport Stern. La France fait partie des pays qui ont poussé pour qu'en matière de biodiversité, l'équivalent existe, hein, avec l'IPBES, hein, qui est le GIEC, hein, de la biodiversité. Et demain, d'ailleurs, à Paris, hein, le président du GIEC sera présent et aura l'occasion d'échanger avec les experts français, hein, de l'IPBES, de manière à ce que sur le plan scientifique, les connexions se fassent, hein, et nous le promouvons. Troisièmement, hein, du point de vue de la conférence environnementale qui se tiendra prochainement à Paris, ces questions, hein, de biodiversité et de climat, hein, auront l'occasion d'être traitées de façon conjointe. Oui, moi je vous trouve très optimiste quand vous parlez de lien entre les différentes conventions. C'est vrai qu'aujourd'hui quelque chose s'est passé et qu'on arrive à faire un peu de transversal entre les trois conventions. Mais quand on voit aujourd'hui la négociation qui est en train de se dérouler sur les objectifs du développement durable, par exemple, et qu'on n'arrive même pas diplomatiquement à faire le lien entre le débat sur la COP climat et les ODD, puisque de nombreux négociateurs refusent de les lier. Bravo aux négociateurs français qui ont réussi malgré tout à introduire dans les objectifs du développement durable de nombreuses comme en référence notamment au climat, mais on s'aperçoit que quand même dans ces sphères qui seront décisionnelles sur le plan financier notamment, puisque les ODD seront là où on ira faire son marché en ce qui concerne les industriels, les liens ne se font pas encore. Donc c'est vrai que d'un côté on a des conventions qui travaillent sur l'avancée des conventions signées à Rio, mais que de l'autre côté, quand il s'agit de modifier la manière dont se développeront se développera le monde, on n'arrive encore pas à glisser ces choses-là. J'aimerais bien avoir une réaction de Nicolas Hulot justement sur cette négociation qui se déroule actuellement, puisqu'on sait que les objectifs du développement durable se décideront en septembre 2015 et que la COP21 sera immédiatement après, en décembre 2015, que les objectifs de financement des ODD vont être sortis par Ban Ki-moon à la fin de ce mois et qu'on voit qu'il recoupe les financements de la COP. Pourquoi n'arrive-t-on pas à faire le lien entre ces négociations ? La réponse va être très simple, parce qu'au départ, ça n'a pas été pensé comme ça. Et c'est tout l'effort, comme vous l'avez signifié, on peut le reconnaître de nos diplomates et de nos négociateurs, c'est de faire cette jonction, mais pour l'instant, nous ne sommes pas très nombreux à essayer de réunir ces deux objectifs. Mais reconnaissez effectivement que la France tente d'y contribuer. Simplement, ne voyez pas chez nous un excès d'optimisme, voyez plutôt une véritable détermination pour utiliser les mois qui nous précèdent de ces deux événements pour faire en sorte que ces deux événements soient abordés de manière conjointe. C'est plutôt un témoignage. Bon, j'étais au Québec en même temps que toi et j'ai suivi donc toutes tes interventions. Hier, j'étais encore en dialogue avec des amis du Québec et tous me disent... Nicolas, il a raison, il est formidable, mais comme toi, il est un peu trop naïf. Il n'a pas compris que c'est exactement ce que disaient les uns et les autres, que c'est la finance et le capital qui régit le monde et la planète, et que malheureusement, les plus beaux congrès du monde et les plus belles déclarations d'intention ne suffisent pas. Alors, comment, juste ma question éventuelle, c'est comment... avoir un engagement réel et concret des pays. Hier, tu m'as interpellé sur Europe 1, tu disais, si jamais le Canada ne rentre pas dans la démarche, on ne pourra pas réussir le Bourget. Donc rien que ça, c'est aussi une vraie question. Est-ce que tu as des éléments de réponse, justement, pour convaincre le Canada et d'autres pays ? Je n'ai pas une sentence aussi définitive. Je dis que la sortie d'un pays aussi important comme le Canada du protocole de Kyoto, dans les négociations, les dialogues que nous avons avec un certain nombre de pays qui n'ont pas l'aisance, les capacités d'un pays et la responsabilité d'un pays comme le Canada, rend notre tâche aux uns et aux autres particulièrement difficile. Moi, ça m'est en permanence, rappelé quand je rencontre un certain nombre de responsables. Voilà. Donc c'est vrai que c'est, pour employer un euphémisme, c'est une mauvaise manière qui a été faite à cette dynamique. Bon.
Voilà. Comment convaincre? C'est toute je dirais l'énergie que dépense la diplomatie avec une multitude d'arguments. Le premier argument, c'est que la question ne se pose pas de savoir si nous allons sortir d'une économie carbonée. La seule question, c'est quand. Parce que c'est inéluctable. Et donc, c'est l'intérêt de tous les pays. Et curieusement, les pays du Golfe ont anticipé cette donne plus que ne l'a fait, me semble-t-il, le Canada. Ils ont compris que cette manne-là n'aura qu'un temps. Et si on parle, pardon de cette naïveté, mais vous savez, la naïveté, elle peut être aussi une forme de stratégie. C'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre, il faut faire semblant aussi de croire aux choses, sinon c'est un peu désespérant. Mais je pense que même les acteurs qui n'ont que comme grille de lecture, qui n'ont qu'à la place du cœur qu'un porte-monnaie, qui parfois procèdent aussi d'une forme d'intelligence, qui n'est pas forcément mis à bon escient, ont intégré aussi cette donnée. Et vous voyez d'ailleurs, et j'avais une réunion hier soir sur cela, de grands fonds d'investissement qui commencent à comprendre qu'ils ont intérêt plutôt à flécher leur investissement sur les modèles économiques et énergétiques de demain. Bon, donc j'entends bien que c'est eux qui donnent le là, mais y compris dans leur propre intérêt, les faits sont suffisamment probants pour comprendre encore une fois que... Donc voilà, mais... Vous savez, les arguments, il faut utiliser toute la palette. Quand on est aux États-Unis, d'ailleurs, je viens de noter, donc, si j'ai bien compris, c'est les Républicains qui ont gagné au Sénat, pas forcément pour nous, pour nos sujets. Voilà. Maintenant, on verra d'ailleurs si le président Obama est capable, maintenant qu'il est libéré d'un certain nombre d'échéances, de nous surprendre en bien. Mais voilà, aux États-Unis, nous utilisons des arguments sur le coût économique, parce que là-bas, il est probant. Je cite souvent ces chiffres qu'en 1980, le coût des catastrophes naturelles aux États-Unis était de 4 milliards de dollars. En 2000, on était passé à 40 milliards de dollars. En 2012, on était déjà à 200 milliards de dollars et on est déjà à 300 ou 400 milliards pour l'année 2013. Donc il faut utiliser aussi ce coût, ce que nous rappelait Ban Ki-moon avant-hier en disant voilà ce que ça coûte, mais ça coûte moins d'investir que ça. Voilà. Mais vous savez... Je reviens à la question sur ces dynamiques que nous observons les uns et les autres avec effroi depuis tant d'années, et on voit cette courbe d'irréversible dans le domaine de la biodiversité, dans le domaine du climat, avoir tendance un peu à se croiser avec une forme de fatalisme. Voilà, nous, notre job, c'est de s'opposer à ça. Et c'est difficile et d'autant moins difficile qu'il y a deux arguments qui ne valent plus dans les deux causes qui sont les nôtres. Premier argument, c'est qu'on pouvait avant se dissimuler devant une forme de doute. Honnêtement, et ça vaut pour le climat, mais ça vaut aussi pour la biodiversité, je crois que les faits sont imparables, et d'ailleurs ça donne aux hommes politiques un socle de connaissances pour après pouvoir décider. Le deuxième argument, c'est de dire qu'on ne sait pas quoi faire. Et moi je considère que sur ces deux domaines-là, pour peu qu'on ait un peu la curiosité d'esprit et l'ouverture d'esprit, et qu'on passe, je le dis souvent, d'une forme d'aversion sur ces sujets-là à une forme de réflexion. L'innovation, elle est là dans tous les domaines. Mais encore faut-il s'ouvrir à cette innovation, et c'est toute la difficulté qu'on a. C'est pour ça que sur tous ces sujets-là, aussi dans la pédagogie, il faut montrer les outils de résilience. Moi, j'ai rencontré il y a peu de temps un fonds allemand qui s'appelle Forest Finance, qui propose des placements. Parce que la philanthropie, c'est bien, mais je ne pense pas qu'on va sauver le monde avec la philanthropie. Ça se saurait. Et qui vous propose, à vous et à moi, des compléments de retraite, des placements, mais plutôt que de les placer dans des fonds spéculatifs, vous allez avoir une matérialisation très physique, vous allez avoir des arbres qui vont régénérer la forêt amazonienne et qui, à terme, peuvent, avec un risque minime, pas plus important que dans d'autres placements, vous permettre d'avoir une double vertu. Bon, voilà. Donc là aussi, on voit que la finance, on peut aussi les utiliser dans ce domaine-là. Marc, vous nous avez rappelé tout à l'heure que nous verrons prochainement se réunir à Sydney le congrès mondial des parcs de l'UICN. Et je crois que l'UICN est très modeste dans la manière dont il présente ou elle présente ses activités et dont elle se présente elle-même. Parce que lorsque l'on entend parler d'un congrès des parcs de l'UICN, de nombreuses idées reçues peuvent fleurir. Et je crois que la première des choses qu'il me revient de faire, c'est de m'inscrire en faux contre celle-ci.
La première idée reçue consiste à estimer que le Congrès mondial des parcs est en effet un congrès, et cela peut suggérer l'image d'un événement quelque part, si c'était à Paris et non à Sydney, du côté de la porte de Versailles, réunissant des professionnels, des gestionnaires spécialisés dans les parcs naturels. Or, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais d'un sommet en réalité. Et d'un sommet qui verra converger vers Sydney des représentants d'État, pour certains représentés, disons, au niveau politique et au plus haut niveau, pour voir converger également des représentants d'agences environnementales et des ONG. Ce sont en effet cet ensemble de participants qui se rendront à Sydney pour le sommet décennal de l'UICN. La deuxième idée reçue, c'est qu'il s'agit d'un événement qui relève de la société civile. Et je crois que là aussi, l'UICN est très modeste dans sa présentation et dans les intitulés qu'elle retient, dans la mesure où l'Union internationale pour la conservation de la nature n'est pas une ONG, mais une organisation internationale. Et une des premières organisations internationales de l'ordre mondial tel qu'il est sorti de la Deuxième Guerre mondiale. L'ordre international, finalement, reste largement inspiré par celui hérité des traités de Westphalie, et les Nations Unies s'inscrivent dans cette logique-là, qui veut se rassembler dans cette organisation des États souverains, selon le principe de l'égalité juridique entre eux. Et c'est à une étape ultérieure, et dans le cadre de certains de ces organes subsidiaires, que l'Organisation des Nations Unies a permis à des organisations intergouvernementales de participer aux travaux avec le statut d'observateur. L'Organisation des Nations Unies, c'est 1945 et la Charte de San Francisco. L'UICN, c'est 1948, 3 ans après. Et un modèle qui est incroyablement original, puisque c'est un modèle unique dans lequel on crée une organisation internationale, la première en matière d'environnement, et qui voit les États, des structures para-étatiques et des ONG à égalité, avec la même voix au chapitre, pour agir dans le domaine initialement de la conservation de la nature, mais en fait de façon beaucoup plus large, sur l'ensemble des enjeux environnementaux qui concernent notre planète. Et c'est cela qui mérite d'être souligné. C'est bien d'une organisation internationale qu'il s'agit, unique et pour l'action. La troisième idée reçue consisterait à considérer que parce que ce sommet de cette organisation internationale se réunit à Sydney, c'est, du point de vue français, un événement lointain. Loin de moi l'idée de nier le fait que Sydney est lointain, mais l'UICN, en revanche, elle, nous est proche. Puisque Nicolas Hulot a rappelé tout à l'heure la protection de nos espaces naturels. Et en effet, c'est en 1861 précisément, et sous Napoléon III, et Napoléon III lui-même, qui décide, sur les instances des peintres de Barbizon, de protéger une partie de la forêt de Fontainebleau sous le vocable de réserve artistique. Donc c'est bien ainsi que les choses ont commencé. C'est en hommage à cette première protection d'un espace naturel en France, et donc 11 ans avant la création aux États-Unis du premier parc naturel qui est celui de Yellowstone, que l'UICN, en 1948, se réunit à Fontainebleau pour sa fondation, avec la France comme pays hôte et comme pays fondateur. Donc c'est en effet l'UICN, une organisation qui, pour ces raisons-là, entre autres, nous est très proche. Et c'est aussi dans la lignée de notre engagement pour la protection des espaces naturels. Et Nicolas Hulot a rappelé tout à l'heure ce qu'étaient les chiffres de la protection exemplaire de nos espaces naturels. C'est pour cette raison-là que nous avons conclu en 2005 un partenariat spécifique avec l'UICN. Nous sommes en tant que France parmi les 10 premiers contributeurs en termes financiers à l'UICN,
hein, mais nous sommes les seuls à mettre aussi à disposition une expertise avec du personnel qui est mis à disposition de l'UICN. Et nous avons conclu un partenariat qui permet à l'UICN d'être un de nos opérateurs, qui permet à l'UICN aussi d'être un de nos interlocuteurs avec qui nous travaillons conjointement pour la réalisation de projets qui concernent notre outre-mer, qui concernent la protection de la haute mer, qui concernent aussi la question des liens avec le changement climatique, et qui concernent enfin des travaux qui portent sur le financement ou la valorisation de notre biodiversité, dans l'objectif de pouvoir mesurer ce que sont les services rendus à l'environnement et les travaux en matière de compensation dans le respect de l'intégrité de la doctrine éviter, réduire et compenser. Donc, pour ces raisons-là, l'UICN nous importe beaucoup et c'est donc une échéance importante pour nous, une échéance qui nous est proche non seulement sur le plan historique, mais sur le plan des partenariats que nous entretenons aujourd'hui encore avec cette organisation internationale et dans le cadre de cette organisation internationale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce congrès mondial est particulièrement important pour l'ensemble des réseaux français d'espaces protégés, dont la plupart sont membres de l'UICN et donc rassemblés au sein du comité français de l'UICN. Donc c'est un événement qui n'a lieu que tous les 10 ans. Donc ça permet vraiment de faire un état des lieux complet sur les progrès qui ont été accomplis pendant cette période-là et de dresser une feuille de route concrète pour l'avenir. Donc c'est une occasion unique pour les réseaux français d'être présents pour montrer leur savoir-faire, leurs expériences, les résultats obtenus. Nous avons mis en place dès le début de l'année avec l'Athènes, donc je salue la présence du directeur Xavier Gate, parmi nous, une plateforme de préparation de cet événement et la mobilisation est au rendez-vous puisqu'on a plus de 80 participants, représentants français qui seront à Sydney et que plus d'une quarantaine de contributions seront présentées sur place. Alors, quand on parle des réseaux français d'espaces protégés, qui sera présent? Donc, c'est la diversité de nos réseaux. Ce sont les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les réserves naturelles, les parcs naturels marins, les conservatoires d'espaces naturels, le réseau aussi des espaces naturels sensibles des départements et le conservatoire du littoral. Donc, les principaux réseaux seront représentés. Ces réseaux montrent en fait la diversité des espaces protégés français qu'on peut en fait regrouper en 3 grands ensembles. Vous avez un premier ensemble qui est tout ce qui relève de la protection réglementaire, c'est-à-dire qui est établi par la loi, qui fait l'objet, donc l'espace protégé fait l'objet d'une réglementation qui vise à limiter, voire interdire les activités qui peuvent porter atteinte au milieu naturel. L'autre grande catégorie, ce sont les espaces protégés de nature contractuelle, c'est-à-dire les espaces qui sont protégés par le biais d'une charte, donc notamment dans les parcs naturels régionaux. C'est un engagement des collectivités locales qui décrit en fait le niveau de protection de ces espaces. Et le troisième grand niveau, c'est la maîtrise foncière, donc c'est-à-dire l'acquisition de terrain, comme le fait le Conservatoire du littoral pour les protéger. Nous aurons une diversité de représentants, à la fois des représentants de métropole, mais aussi d'outre-mer, avec une mobilisation particulière de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, qui sont évidemment situés dans la zone Pacifique, donc c'est un peu plus facile pour eux de venir à Sydney que les autres. Quels sont en fait les principaux points forts que vont démontrer ces réseaux français? Le premier point fort, c'est de montrer que nous avons un réseau donc à la fois divers par les différentes catégories d'espace que nous avons et un réseau dynamique. Depuis le dernier congrès de Durban en 2003, le réseau français est clairement en extension avec des résultats significatifs. Je pense à la création du Parc national de la Réunion, du Parc national de la Guyane, de la réserve naturelle des terres australes et antarctiques françaises, qui est la plus grande réserve française, ou la création des parcs naturels marins à Mayotte ou dans les îles Glorieuses. Donc vous voyez bien un effort de création qui s'est poursuivi en métropole, mais qui est particulièrement significatif en Outre-mer. Depuis 10 ans aussi, un investissement très fort de la France à travers l'Agence des aires marines protégées sur la protection des milieux marins.
en 2003, nous étions à moins de 1% de notre domaine maritime protégé, qui est pourtant le deuxième domaine maritime mondial. Et comme ça a été rappelé tout à l'heure, nous en sommes maintenant à 16%. Donc en moins de 10 ans, un effort considérable a été fait, notamment par la création du parc de la mer de Corail en Nouvelle-Calédonie. L'autre message fort, c'est qu'il faut évidemment, pour qu'on puisse avoir des résultats en matière de conservation, c'est qu'il faut investir dans la gestion des espaces protégés. Il ne suffit pas que l'espace soit désigné, il faut qu'il y ait un vrai plan de gestion, qu'il y ait des moyens humains et financiers pour assurer la réalisation de ces objectifs de conservation. Pour savoir si un espace est efficacement géré ou pas, l'UICN va lancer à Sydney un nouvel outil qui s'appelle la liste verte des aires protégées, donc qui vise à savoir, c'est une méthodologie qui permet de savoir si un espace remplit ses objectifs de conservation. Le comité français a participé étroitement à l'élaboration de cette liste, et grâce à un travail commun que nous avons réalisé avec différents experts et avec le Muséum national d'histoire naturelle, nous avons travaillé sur un échantillon de sites français qui vont pouvoir être proposés dans cette liste verte à côté d'autres pays. Donc ce sera une contribution vraiment significative de la France. L'autre message fort, c'est, parmi les contributions qui vont être présentées, c'est l'idée que j'exposais tout à l'heure sur le fait que les aires protégées sont des projets de territoire. Donc c'est des projets qui valorisent en fait les territoires, qui peuvent contribuer à leur dynamisme économique, valoriser leur patrimoine culturel et naturel, montrer certaines notions intéressantes, par exemple celle qui est développée par les parcs nationaux sur la solidarité écologique. Donc montrer qu'il y a une solidarité entre la zone cœur du parc, qui est très protégée par le biais d'une réglementation, associée à une zone d'adhésion avec un engagement fort des collectivités locales par l'intermédiaire d'une charte. Et donc cette solidarité qu'il doit y avoir entre cette zone cœur et cette zone d'adhésion pour atteindre les objectifs de conservation est une approche particulièrement intéressante qui devra être présentée. C'est aussi l'intégration donc plus large des espaces protégés dans les paysages et vraiment dans les projets d'aménagement du territoire des différentes collectivités. De nombreuses contributions aussi françaises sur les réseaux et l'importance de s'inscrire dans des dynamiques de coopération. De coopération à la fois locale, donc le partenariat avec les populations locales, les communautés locales, après à des échelles plus larges, les partenariats qu'on peut avoir, par exemple le programme Temeum qui associe l'ensemble des collectivités d'outre-mer pour renforcer la gestion, apporter un appui aux gestionnaires dans les aires protégées en outre-mer. La coopération méditerranéenne, là, le Conservatoire du littoral nous parlera par exemple du réseau qu'ils animent sur les petites îles de Méditerranée, la coopération bien sûr européenne à travers Natura 2000, enfin encore la coopération internationale, notamment dans le domaine marin, avec l'action que mène l'Agence des aires marines protégées, suite à l'organisation du congrès Impact 3, donc le 3e congrès mondial des aires marines protégées qui a eu lieu à Marseille. Beaucoup d'autres contributions aussi, et là ce sera la transition avec ma voisine, sur l'implication en fait des acteurs français, des réseaux français dans des projets à l'international, notamment en Afrique, mais pas que. Une expérience par exemple du Parc national des Pyrénées en Argentine, l'implication du CIRAD sur la gestion des conflits hommes-faune sauvages en Afrique. Et je sais qu'il y a une présentation de l'AFD sur les aires protégées au Kenya. Alors c'est vrai qu'au niveau international, c'est peut-être encore plus compliqué. Il y a 2,5 milliards de personnes qui vivent avec moins de $2 par jour. Donc autant dire que leur rapport à la nature est encore un petit peu différent. C'est très concrètement au quotidien une question de survie par rapport à l'approvisionnement en eau, à la nourriture, à l'énergie. Donc protéger la biodiversité, c'est aider ces populations à mieux vivre. Mais aider ces populations à mieux vivre, c'est aussi protéger la biodiversité. Donc il y a la question des populations rurales ou urbaines, et puis il y a la question des pays qui ont des volontés de rattrapage économique, et pour lesquels, je dirais, l'équilibre, retrouver le modèle de développement qui va permettre de retrouver un équilibre vertueux
pour le futur entre le développement économique, le développement territorial, la dimension sociale aussi, et la protection de la biodiversité, c'est effectivement un enjeu colossal. Et la France, force de son expertise remarquable et de l'exemple qu'elle donne au niveau international, joue un rôle moteur pour promouvoir à la fois, je crois, le plaidoyer, ça a été démontré ce matin, sur les enjeux scientifiques, les enjeux qui nous attendent, mais aussi accompagner les pays du Sud à mettre en place les solutions. Et c'est là qu'effectivement l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial, en citant quand même que la France est le seul pays au monde à avoir une agence bilatérale dédiée à l'environnement, qu'est le Fonds français de l'environnement mondial, joue un rôle très actif depuis 70 ans dans près de 80 pays. Donc sur les questions de biodiversité, l'année dernière, c'est peut-être 230 millions d'euros qui ont été mis en œuvre en appui aux questions de biodiversité, donc j'y reviendrai. Les aires protégées sont une dimension, et aussi la valorisation du savoir-faire français, mais c'est aussi la prise en compte de la biodiversité dans les autres projets de développement. Parce que je crois que ça a été soulevé, mais c'est là aussi un cœur de l'action pour arriver, encore une fois, à essayer de trouver des modèles qui renouent avec des grands équilibres. Alors pour revenir aux aires protégées, depuis 10 ans, depuis le dernier congrès mondial, l'AFD et le FFM ont permis la création et le renforcement d'aires protégées sur une superficie de 39 millions d'hectares, donc peut-être pour parler plus simplement, un peu plus que l'Allemagne. Donc déjà en termes quantitatifs, je pense que c'est quand même une action qu'il convient de saluer, à la fois sur la mise en place, la gestion, renforcement des aires protégées, la mise en place de corridors aussi entre les aires protégées, et puis la lutte contre le braconnage. Et d'ailleurs, l'objectif de la France de doubler en 2015, d'ici 2015, l'aide au développement, l'aide publique au développement en faveur de la biodiversité par rapport à 2006-2010 a d'ores et déjà été atteint. Donc nous travaillons aujourd'hui même aux objectifs futurs. Et je dirais peut-être le plus important d'entre eux, on l'a vu, il y a encore une fois la question un peu diplomatique et du plaidoyer international, et puis il y a la question un peu locale, d'arriver à construire avec nos pays partenaires des solutions. Et c'est des solutions qui doivent effectivement répondre à des démarches intégrées, d'apporter des réponses de développement aux populations locales, des développements territoriaux. Et bien évidemment, à la fois les exemples français, vous l'avez rappelé, les modes de gouvernance sont très inspirants, mais il y a un travail je dirais, de mise en adéquation aussi par rapport aux cultures locales, par rapport aux pratiques locales. Donc je donnerai deux exemples qui sont peut-être à des extrêmes. Le parc des Quirimbas au Mozambique, où l'AFD, le Fonds français pour l'environnement mondial, travaille depuis 8 ans, donc c'est quand même du travail de longue haleine. Donc c'est une région au nord du Mozambique, une des plus pauvres du pays, c'est un archipel, donc il y a des enjeux d'aires marines protégées, d'aires marines terrestres, d'aires protégées terrestres et d'aires marines protégées. Protection de mangroves. Donc c'est un travail pour arriver à mettre en place avec les populations locales et tous les acteurs, avec l'appui du WWF, des systèmes de gestion qui soient pérennes, d'arriver aussi à former les populations à des pratiques de pêche et à des pratiques agricoles aussi qui soient durables, la mise en place de dispositions d'écotourisme. Donc c'est un ensemble d'activités qui se pensent aussi dans le futur, puisqu'un des enjeux, c'est que quand le projet s'arrête, l'activité ne s'arrête pas. Donc il faut aussi réfléchir à la dimension financière et à la pérennisation financière qui, dans les pays du Sud, évidemment, revêt également une acuité très particulière compte tenu de la difficulté à la fois des populations et à la fois des États à mettre à disposition des montants financiers importants. Et peut-être le deuxième exemple qui me semblait intéressant dans le spectre, c'est le cas du Mexique. Donc le Mexique, c'est 12% des réserves de biodiversité mondiale. Il a déjà, je crois, 13 ou 14% de son pays qui est mis en protection. Mais il a fait appel à l'AFD il y a quelques années parce qu'il se rendait compte qu'il y avait des conflits récurrents et croissants entre les populations proches des parcs. Donc il s'est intéressé de près à l'expérience française en matière de parcs régionaux pour voir comment améliorer les modes de gouvernance. Donc voilà, c'est un pays avec lequel nous travaillons à travers une ligne budgétaire, donc d'aide à l'État, et puis surtout, c'est peut-être pas ce qui est le plus en volume de financement, mais c'est surtout un partenariat technique et d'expertise pour effectivement aider le Mexique, à travers un projet pilote, de construire des nouveaux modes de gestion qui permettent de pérenniser cette mise en protection. Voilà, et puis peut-être le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est la délicate question du financement et de l'importance d'arriver aussi dans les solutions à réfléchir à l'innovation financière. Vous parliez des fonds d'investissement. D'ailleurs, l'AFD vient d'émettre un climate bonds, un bon pour le changement climatique.
Mais en matière de biodiversité et d'aires protégées, il y a aussi à construire des solutions pour arriver à drainer des financements. Encore une fois, les États sont quand même rarement dotés des capacités financières pour soutenir ces efforts. Donc je pense notamment à des fonds de conservation à Madagascar. Madagascar qui a atteint l'objectif qu'il s'était fixé, malgré le contexte politique et économique dramatique qu'il a connu ces dernières années, de doubler sa surface d'aires protégées. Et notamment, ça a pu être permis grâce à un fonds de compensation qui a été créé avec des mécanismes. Alors la France contribue très largement aujourd'hui à doter ce fonds, mais a un effet d'entraînement pour arriver à mobiliser des financements complémentaires. Il y a aussi des mécanismes de compensation. Voilà, donc c'est simplement pour ce qu'on disait plus tôt, comme je le précisais un peu plus tôt, Sydney, c'est aussi un moment d'échange très particulier pour mettre en valeur l'expérience française et puis partager avec nos partenaires du Sud ces solutions. Et je tiens d'ailleurs à saluer le travail du partenariat France-UICN en la matière, qui arrive à organiser ce dialogue, parce que c'est entre les pays, mais au sein de chaque pays, c'est aussi la société civile, les gouvernements, les entreprises, et c'est la clé un petit peu de notre capacité collective à construire ces solutions. Merci. Oui, je voulais revenir juste sur la question de la liste verte, s'il était possible d'en savoir un petit peu plus sur cette question de liste verte. Quels seront les indicateurs de suivi et quel site la France va proposer au congrès de Sydney? Alors, dans cette méthodologie de la liste verte, donc, il y a plusieurs critères qui sont regardés. Le premier, c'est de savoir si quel est est-ce que le patrimoine naturel qui est et les objectifs de conservation sont bien connus, bien identifiés. Est-ce que l'espace protégé est de taille suffisante? Est-ce que ces frontières sont bien organisées pour pouvoir répondre de façon efficace à ces objectifs? Est-ce qu'il y a un système de gouvernance